journaux, ça me renvoie à cette période. Or, les gens qui connaissaient l'histoire, ils se sont dit, mais l'Algérie est intégrée à la France depuis 1834. Comment s'aviser de l'intégrer en 1955? Ensuite, Soustelle a dit il faut appliquer le statut de 47. 8 ans après son adoption, il n'était pas encore appliqué. Donc, si vous voulez, vous avez beaucoup de députés, de sénateurs qui sont très contents d'aller à Boussaada, le dépaysement, etc. Ils voient les burnous, ils ont beaucoup de sympathie pour les populations locales, mais dès qu'ils rentrent de vacances, ils reviennent à leur circonscription, ils pensent aux échéances électorales franco-françaises. Hein? C'est ce qu'a amené Michel Rocard à dire j'ai quitté la SFIO parce que c'est devenu un parti de conseillers municipaux qui voulait se faire réélire, point. Donc quand on leur parle de ce qui est lointain, c'est trop dur pour eux. Et donc vous avez des gens qui vivaient d'illusions, de ce que le général de Gaulle appellera plus tard les fictions juridiques. Quand on lui a dit la Savoie et Nice ont été annexés à la France beaucoup plus tard que l'Algérie, il a dit ni Nice ni la Savoie ne se sont insurgés contre nous 5 fois. Parce qu'il y avait 5 insurrections très difficiles à mater. Et le général de Gaulle a choqué même Michel Debré dans son discours du 14 juin 1960, hein, quand il a dit on peut être amené à regretter l'Empire comme on peut avoir la nostalgie des lampes à huile et de la marine à voile. C'est dans ce discours qu'il a dit ce problème qui se pose depuis 1830. Et Michel Debré, pour lui, le problème ne se posait que depuis 1954. Alors, dans les discussions hors micro qu'il a eues avec Debré, Couve de Murville, Jox par la suite, De Gaulle disait « Nous avons commis beaucoup de bêtises en Algérie et la plus grave remonte à 1830. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas y aller. » Voilà, un bon républicain qui n'a pas été dans l'armée coloniale, voilà comment il a fait le verdict. Et Perfit lui-même, dans ses très intéressants documents là sur De Gaulle, Perfit lui-même niait l'existence d'une nation algérienne, mais De Gaulle lui a démontré en 1959 qu'il y a une nation algérienne. Parce que le premier rapport a dit les étudiants ont adhéré massivement au FLN, les travailleurs aussi, puisqu'il y avait l'UGTA et la GTA, vous avez les commerçants algériens, etc. Ils lui disent c'est ce qu'on appelle une nation. Quand il y a toutes les classes sociales qui convergent vers le même objectif, on appelle ça une nation dans toutes les langues. Donc voilà, donc si vous voulez, c'est une histoire très mouvementée, douloureuse, qui reste sous-étudiée. Et si vous voulez, la moralité de cette histoire, c'est que les occasions manquées, il faut savoir mettre un terme à ces occasions manquées. Parce que il y a les traces de la période coloniale en France intramuros. Nous avons l'islam en France, une communauté à intégrer sur tous les plans, depuis l'intégration sociale jusqu'à la participation à la vie politique. Jacques Berck, qui avait vécu avec beaucoup d'acuité le problème colonial, à la fin de sa vie, a dit « Nous sommes en train de perdre la guerre d'Algérie pour la 2e fois ». Quand il pensait à la lenteur du processus d'intégration et à ce qu'il appelait la cécité française concernant l'islam. Texto. Et Berck voyait Chevènement au moins une fois par mois. Donc il était très renseigné sur ce qui se passait. Donc je pense que d'un mal peut sortir un bien. Si on médite sérieusement donc, cette histoire douloureuse, on peut tirer les enseignements pour éviter d'avoir en France même des problèmes liés aux séquelles de la colonisation. Et si vous voulez, cette mémoire coloniale n'est pas célébrée à des fins de rancune, de règlement de compte ou de je ne sais quel autre motif ou objectif non déclaré. Je pense que les gens qui sont suspectés le plus en France, là, avec l'aide des nouveaux Robert Montagne, là, dont j'ai parlé tout à l'heure, vous avez des islamopolitistes qui, après avoir pointé du doigt les musulmans pratiquants, maintenant, il y a à peu près 1 an, nous disent que Merah est passé à l'action à cause du 50e du cessez-le-feu en Algérie.
C'est quelqu'un qui a induit en erreur la classe politique en disant qu'il y a un grand soir islamiste imminent en France, comme il ne s'est pas produit. Alors maintenant, il crée une nouvelle source de terrorisme. Or, les musulmans pratiquants, ce sont les moins concernés par ce côté rancœur. Parce que dans le Coran, vous avez Afallahu amma salaf, Dieu pardonne ce qui est passé. Wala tadhab nafsuka alayhim hasarat, wala tahzin ala ma fataka. Quelqu'un qui va à la mosquée régulièrement, au moins le vendredi, à mon avis, est le mieux placé, mieux préparé pour pardonner. Mais l'oubli n'est pas la pire des solutions. Des problèmes comme cela doivent être traités, abordés de la manière la plus rationnelle pour éviter les retours en force de ce qui est refoulé. Stora a écrit un très bon livre intitulé La gangrène et l'oubli, et il mettait en garde déjà dans les années 80 contre le risque que comporte la censure de la mémoire coloniale. Or, on a une nouvelle génération de jeunes là, issus de toutes les communautés qui s'intéressent à l'histoire. Et Marseille, ex-Marseille, c'est haut lieu des archives. Donc c'est une histoire qui mérite d'être étudiée. Et nous avons besoin d'une coopération entre la mémoire et l'histoire. Et parfois la mémoire vole au secours de l'histoire positiviste quand celle-ci n'a pas de documents, comme c'est le cas du 17 octobre 61. Moi, j'ai été euphorique plusieurs fois en quelque temps quand je trouve la manifestation du 17 octobre 61 sur le bordereau des archives. Et vous savez, le carton vous le donne une demi-heure, trois quarts d'heure après. Quand on ouvre, on trouve la même chose, c'est les coupures de presse de l'Aurore, du Figaro, etc., le communiqué de Papon qui déclare de mort. Il n'y a rien d'autre concernant les archives du 17 octobre. Et on soupçonne un ministre de l'Intérieur de droite d'avoir retiré ces archives pour de bon. Bon. Or, il a fallu un éducateur qui n'est pas historien, qui n'a même pas le bac, qui, à force de patience, a recueilli les témoignages des veuves des disparus du 17 octobre. Ça lui permet d'évaluer à plus de 300 le nombre de morts, donc ce n'est pas les 2 déclarés par Papon. Donc on a des cas où la mémoire vole au secours de l'histoire. Et des témoignages comme celui de mon voisin de gauche, qui était... à cet âge-là, on est très attentif, on est très marqué par les événements, donc des témoignages peuvent être très précis et peuvent être précieux pour l'historien. Donc on a besoin d'un concours entre la mémoire et l'histoire pour progresser dans la connaissance, et la connaissance est libératrice. Et l'Évangile nous dit la liberté rend libre. La vérité rend libre. La vérité, c'est qui vient de la connaissance. Donc on a besoin d'améliorer la connaissance de la vérité historique à des fins civiques, comme je l'ai dit au début. Et je pense que c'est à ce prix que ce concours entre l'histoire et la mémoire pourra aider chacun de nous à faire en sorte que autrui puisse devenir un prochain. Merci. Je vous remercie, je m'excuse d'avoir été un peu trop long. Donc on va passer la parole à Maître Benoît Hubert, qui va apporter son témoignage, comme je l'ai indiqué en introduction, sur son vécu en tant qu'étudiant et de militant pour la cause algérienne, le ressenti ici en métropole par toute cette jeunesse, abreuvée par Sartre, je ne sais pas, ou par d'autres intellectuels, mais qui ont suivi de près les événements en Algérie, qui ont soutenu par des manifestations, des tracts. Il va vous expliquer comment il a donc ressenti le 1er novembre 1954. Oui, bonjour à tous. Mes amis me font l'honneur et l'amitié de me demander d'intervenir devant vous sur un témoignage. C'est beaucoup d'honneur et je me sens tout petit face aux personnes qui sont à côté de moi, qui sont des historiens qui ont travaillé, qui ont épluché des documents pendant des décennies
et qui ont cette espèce de vision très large, sinon totale, du moins très très large des événements, alors que moi-même, qui étais très jeune à l'époque, je suis né en 1948, j'étais donc très jeune à l'époque, je n'ai effectivement que la vision d'un citoyen ordinaire, j'allais dire anonyme, mais pas anonyme, puisque j'ai un nom et un état civil, mais en tout cas un citoyen très ordinaire, qui n'a jamais mis les pieds en Algérie jusqu'à aujourd'hui, et qui, à Aix-en-Provence, pour la plupart du temps, à cette époque-là, c'était surtout Aix-en-Provence, finalement, a ressenti, et s'est un petit peu engagé aussi, très jeune, dedans cette affaire. Alors, il faut que je me présente quand même comme d'où je viens. Je suis né à l'île de la Réunion en 1948. Mes parents y étaient partis, c'était ce qu'on appelait des créoles, donc c'était des blancs d'ici. Ils sont partis, enfin mes ancêtres sont partis vers 1750, et donc ils ont toujours vécu dans ce pays. Et puis en 1950, à 50 ans, mon père qui intriguait, qui était un petit fonctionnaire, brigadier des eaux et forêts, intriguait absolument pour rejoindre ce qu'on appelait la France. Bien que la Réunion, qui était pendant longtemps une colonie française, venait d'obtenir le statut de département français en 1946, mais l'attrait de la métropole était tellement puissant, exerçait une lumière tellement fascinante sur ces terres lointaines, qu'on disait on va aller en France. Et donc il a fini par arriver en France, après beaucoup d'intrigues. Ça a été plus facile pour les petits fonctionnaires par la suite, dans les années 60 avec Michel Debré, mais à l'époque c'était très dur. D'abord il a terminé son service dans les eaux et forêts à Anote, dans un petit village des Alpes de Provence. Et puis en 1955, on s'est installé à Aix-en-Provence. J'avais plusieurs grands frères, surtout 3 grands frères. Et on est quand même déjà un peu transplantés. Une famille qui n'est pas une famille de militants du tout, qui n'est pas une famille d'intellectuels, qui n'est pas une famille de militants. On arrive donc de terres lointaines et même si, à cause de notre couleur de peau, on ne paraît pas pour des gens extérieurs à la métropole, on est quand même transplanté dans ce pays. Ce qui veut dire qu'on arrive sans réseau, on est dedans aucun syndicat, aucune association, aucun parti politique. Mes parents sont catholiques, à part aller à la messe dimanche, et la fréquentation de l'école, c'est à peu près les seuls liens qu'on a avec le monde extérieur. Puis il y en a un autre plus puissant encore, c'est qu'on n'avait pas la télévision, on a une radio. Donc le lien avec le monde extérieur, le lien avec finalement la France, c'est l'école et c'est évidemment la radio qui donne des nouvelles et qui vous dit ce que vous devez penser, en fin de compte. Voilà comment quand je commence à prendre conscience de la guerre d'Algérie, je crois que c'est en début 56, parce qu'il y a des élections en 56, et qu'à la sortie de l'école, on distribue des tracts, et que je lis quelques tracts électoraux, sur lesquels, notamment, je m'en souviens, on dénonce la saga d'Algérie, c'est probablement un tract du Parti communiste, on dénonce la saga d'Algérie, il venait d'y avoir une embuscade, dans laquelle 28 jeunes militaires français avaient été tués. Je pense que mon ami historien, effectivement, sait très bien exactement à quoi je fais allusion, ces 28 morts. Moi, je n'avais qu'une connaissance un peu confuse. Et donc, finalement, je crois que c'est peut-être mon premier souvenir de la guerre d'Algérie, c'est que je commence à prendre connaissance qu'il y a une guerre dans ce pays. Alors, par ailleurs, je vous disais... connaissance du monde, c'est l'école. À l'école, on avait appris que Savorgnan de Brazza, il était allé libérer les esclaves au Congo, que l'œuvre civilisatrice